Le 25 juillet 2023, les départements des services de l'enfance et la famille de l'Illinois ont reçu un appel anonyme sur leur ligne d'assistance téléphonique. L'appel demandait à l'agence d'effectuer un contrôle de bien-être à la maison des Staples. Étant donné que l'agence n'effectue pas de contrôles généraux, sans l'aide sociale ni sans information indiquant clairement qu'un enfant est en danger, l'affaire a été renvoyée aux forces de l'ordre et un rapport a été déposé. Le lendemain, la police de Rock Island a donc pris en charge cette enquête et s'est rendue à l'adresse indiquée. Ce qui semblait être une procédure de routine a rapidement pris une tournure macabre. Les agents ont découvert le corps de Zion Staple, un garçon de 10 ans, caché dans une poubelle. Les premières investigations ont révélé que Zion était décédé en décembre 2022, mais que son corps avait donc été dissimulé pendant des mois, pendant que les Staples continuaient à percevoir des prestations sociales au nom du fils défunt. L'affaire est devenue encore plus complexe lorsque des détails supplémentaires ont émergé, notamment par rapport à une source anonyme qui avait contacté à plusieurs reprises le département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois et qui a révélé que Sushi Staple, la mère, avait fait des commentaires inquiétants concernant son fils dans les mois précédant la découverte du corps. Ces commentaires, bien que jugés vagues à l'époque, prenaient désormais un sens sinistre à la lumière des événements qui viennent de se passer. La communauté de Rock Island a profondément été choquée par cette découverte. Les voisins de Sushi Staple se rappelaient de Zian comme un petit enfant joyeux, aimant, et ils ont encore du mal à comprendre comment quelque chose d'aussi horrible pouvait se passer près de chez eux. Les autorités locales ont promis une enquête approfondie pour comprendre non seulement les circonstances de la mort de Zion, mais aussi comprendre comment son corps a pu rester caché pendant si longtemps sans être découvert. Les enquêteurs se penchent également sur les rapports de fréquentation scolaire et les interactions sociales du petit, dans les mois précédant sa mort. Ils cherchaient des indices sur son bien-être et des signes de maltraitance ou de négligence. La police, à ce moment-là, ne savait pas vraiment où chercher. Est-ce que les camarades de classe de ce petit pouvaient y être mêlés? Est-ce que c'était la famille qui voulait donc peut-être dissimuler ce meurtre pour continuer de toucher les aides sociales? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de choses sombres sur lesquelles nous n'arrivions pas à mettre le doigt? Les enquêteurs essayaient de fouiller partout. Ils ont interrogé les amis, la famille éloignée, les professionnels qui ont pu être en contact avec ce garçon. Ils cherchaient à reconstituer tous les événements et à comprendre comment le système a pu échouer à protéger un enfant si vulnérable. En parallèle, le département des services et à l'enfance de l'Illinois a revu leurs procédures et leurs critères d'intervention pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise. En effet, ils ont dû, malheureusement, sans problème alarmant, contacter les autorités de base, alors que peut-être, s'ils s'étaient déplacés eux-mêmes, la situation aurait pu être différente. Mais ça, on va le découvrir au fur et à mesure du récit. Ils envisagent aujourd'hui de renforcer les protocoles pour les appels anonymes et les rapports de comportements suspects. La situation des Staples est également scrutée de près, car elle doit répondre non seulement aux accusations potentielles de fraude, aux prestations sociales, mais aussi aux questions cruciales concernant la mort du fils, le fils de Sushi Staple. Avec cette présentation et les faits établis, nous voyons donc que nous avons un petit garçon de 10 ans qui est décédé depuis quelques semaines maintenant, et le mystère plane. Est-ce que la famille y est mêlée? Est-ce que les amis y sont mêlés? Qui aurait pu faire ça? Famille proche, famille éloignée, peut-être même les professionnels. Nous allons maintenant parler de Sushi Staple. Le 3 janvier 2023, la mère de Zion aurait confié à une source que les Noëls ne seraient jamais plus les mêmes, soulevant donc des soupçons quant au bien-être de son fils. Cette source, une femme qui connaissait Sushi depuis de nombreuses années, a par la suite partagé cette information avec la police. Lors de son entretien avec les forces de l'ordre, cette source a révélé que Sushi Staple l'avait appelé en pleurs. Et lorsque la femme a demandé à Sushi ce qui n'allait pas, celle-ci a hésité avant d'admettre qu'elle avait laissé son fils seul à la maison. Pourquoi faire? Pendant son absence, Zion se serait apparemment suicidé. La mère Staple a raconté qu'elle avait reçu un appel téléphonique de sa fille, Serenity, lui expliquant ce qui était arrivé à son petit frère.
Terrifiée à l'idée que les autres enfants soient enlevés par les services sociaux, elle aurait pris la décision macabre de cacher le corps du petit. La source a également mentionné que la mère avait dit qu'avant de quitter la maison, son fils aurait été très contrarié et lui aurait confié que son père lui manquait. Le père n'habitant plus à la maison avec lui, il est tout à fait normal que le petit veuille des nouvelles, veuille savoir ce qu'il se passe. Les images de la caméra corporelle des policiers, obtenues lors de leur interrogatoire de Sushi Staple le 26 juillet, soit le lendemain de l'appel pour aller voir à la maison, montraient une femme confuse et troublée. On est donc déjà pour chronologiquement Nous sommes donc déjà pour refaire une chronologie beaucoup de mois plus tard que les révélations qui ont été faites à cette source. Les policiers l'ont questionné au sujet des rapports des faits par les travailleurs du département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois, mais ses réponses étaient incohérentes et évasives. Nous étions sur une situation complexe et tragique qui met en lumière non seulement les failles dans le système de protection de l'enfance, mais aussi la profonde détresse émotionnelle et psychologique de toute la famille. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour reconstituer les événements qui ont conduit à cette tragédie, interrogeant les proches, les amis et les professionnels qui ont pu être en contact avec le petit garçon, mais aussi avec la famille. En outre, la police et les services sociaux examinent de près les antécédents de la famille, cherchant des indices de maltraitance, de négligence ou encore de détresse psychologique. Ils s'efforcent de comprendre comment un tel drame a pu se produire sans avoir été détecté plus tôt, et quelles mesures pourraient être prises pour éviter que des situations similaires ne se produisent à l'avenir. L'agent a informé Sushi Staple qu'il avait été rapporté qu'un de ses enfants s'était accidentellement tiré dessus, mais elle a catégoriquement secoué la tête en disant « absolument pas, c'est impossible ». Vous voyez, on commence à être sur quelqu'un qui va nier pas mal de choses. Sushi Staple a ensuite nié avoir même un fils, ce qui a surpris les agents. Elle s'est excusée en déclarant qu'elle avait eu plusieurs problèmes avec la nouvelle petite amie de son ex-mari et qu'elle avait elle-même déposé un rapport de police contre cette femme. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec le fait que le petit se serait suicidé. Sushi Staple a également allégué qu'une femme nommée Tony avait créé plusieurs pages Facebook pour la traquer. Elle a continué de se défendre, affirmant qu'elle avait changé de numéro de téléphone et qu'elle n'avait jamais pu servir son ex-mari et sa petite amie avec des papiers légaux, car ils se déplaçaient constamment d'un endroit à l'autre de la région de Chicago. Ici, on est donc sur Sushi qui essaye de mettre un petit peu la faute du dysfonctionnement de sa famille sur son mari, enfin son ex-mari et sa nouvelle petite amie, expliquant qu'il était impossible de leur faire parvenir des papiers qui semblaient être importants. Lorsque l'agent a posé des questions sur les enfants de Sushi, elle s'est indignée. Elle a déclaré qu'elle avait 4 filles et elle demandait si l'agent voulait les voir. Elle niait encore avoir Zion. Sushi Staple a continué de se défendre vigoureusement, affirmant que si une fusillade avait eu lieu chez elle, les voisins auraient certainement signalé avoir entendu le coup de feu. L'officier a ensuite demandé s'il pouvait vérifier le sous-sol, mais Sushi a refusé, déclarant qu'il fallait un mandat de perquisition, que c'était nécessaire, sinon quoi personne ne rentrerait dans la maison. Quelques heures plus tard, les agents obtiennent ce mandat et ils retournent chez Sushi Staple. Ils procèdent à une fouille de la maison. Ce qu'ils ont découvert là-bas a confirmé les pires craintes des enquêteurs. En fouillant le sous-sol, ils ont trouvé des preuves accablantes qui ont permis de reconstituer les événements tragiques entourant la mort du petit. Les voisins et les membres de la communauté étaient sous le choc, alors que les détails de l'affaire commençaient à se répandre. Beaucoup d'entre eux avaient du mal à croire que de tels événements avaient pu se produire si près de chez eux sans qu'ils en aient conscience. Les enquêteurs ont continué de recueillir des témoignages et des preuves pour comprendre pleinement les circonstances entourant la mort de Zion et le comportement de sa mère par la suite. Les révélations continuent et les investigations approfondies sur cette affaire cherchent non seulement à rendre justice à Zion, mais aussi à prévenir de telles tragédies à l'avenir, en améliorant le système de surveillance et de soutien pour les enfants et les familles vulnérables. En effet, je répète, mais je pense que cette situation aurait pu être évitée si jamais les services avaient été passés à la maison plusieurs fois pour voir ce qu'il se passait, ce qu'il se déroulait à l'intérieur.
La police n'était pas convaincue par l'histoire de Sushi dès le début, car Zion n'avait pas été vue depuis plusieurs mois. Et lors de l'interrogatoire, elle a répété à quel point la situation était folle et qu'elle n'avait aucune idée de la nature de ces allégations et des accusations portées contre elle. Elle a même suggéré qu'elle était victime d'un coup monté, certainement par son ex-mari et sa nouvelle petite amie. Devenant de plus en plus émotive, elle a déclaré qu'elle était terrifiée et qu'elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Malgré les larmes authentiques de Sushi Staple, la police reste sceptique. Ils ont une intuition. Sushi est mêlée de très près à ce qui est arrivé. Elle ne nous dit pas tout. Elle semblait véritablement effrayée, mais cela n'a pas dissipé les doutes des enquêteurs. Lorsqu'on lui a de nouveau demandé si elle avait un fils, elle a secoué la tête en pleurant et a répondu non. Ici encore, nous voyons que Sushi est en train de littéralement nier l'existence de son fils. Ce n'est pas le sien, elle n'a pas d'enfant, elle a seulement des filles. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu de fils nommé Zion, et elle a nié avoir réclamé des prestations pour un enfant de ce nom. La police lui a donc informé que le département des services à l'enfance et à la famille de Chicago avait eu des contacts avec ses enfants, y compris Zion, et qu'il disposait de preuves qu'elle avait justement demandé une aide financière pour lui. Sushi Staple a affirmé que son identité avait été volée, étant donné qu'elle n'avait jamais fait de dépôt. Ce n'était pas elle, quelqu'un avait pris son nom et avait fait ses demandes en se faisant passer pour une mère de famille. Cette information a encore plus déstabilisé Sushi, qui a continué à nier avec véhémence l'existence de son fils. Les enquêteurs, équipés de ces informations contradictoires et de la réaction défensive de Sushi Staple, ont décidé de pousser l'interrogatoire un peu plus loin. Ils savaient que quelque chose ne collait pas et que des informations cruciales étaient encore cachées quelque part. La stratégie était maintenant de trouver des failles dans le récit de Sushi Staple et de découvrir la vérité derrière cette histoire complexe et tragique. Cette mère de famille, qui semblait ne pas avoir de problème, semblait surtout cacher de mystérieux secrets. Peut-être était-elle à l'origine du meurtre de son fils, peut-être était-elle à l'origine du fait qu'on n'a pas retrouvé son corps depuis des mois. Aurait-elle osé garder le corps chez elle pour pouvoir toucher et bénéficier les aides de l'État? Ou alors est-elle totalement dans la vérité et quelqu'un aurait manipulé toute cette histoire, lui faisant porter le chapeau? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la théorie reste plausible. Peut-être que son ex-mari aurait voulu faire souffrir Sushi. Et c'est à ce moment qu'une enquête a décidé de commencer et d'être beaucoup plus approfondie, notamment avec des interrogatoires. Au fur et à mesure que l'interrogatoire avançait, la police a rassemblé plus de preuves et de témoignages corroborant l'existence de Zion et les interactions antérieures de la famille avec le DCFS. Les enquêteurs ont également examiné les archives scolaires, médicales et autres documents officiels qui pouvaient prouver que Zion avait bel et bien existé et qu'il avait été mis sous la garde de Sushi Staple jusqu'à sa disparition. Les détails de l'affaire, mêlant confusion, déni et éléments accablants, ont créé une situation difficile pour les enquêteurs, qui devaient naviguer entre les émotions et les mensonges pour arriver à la vérité. Le défi était de comprendre non seulement ce qui était arrivé à Zion, mais aussi pourquoi Sushi Staple continuait à nier son existence, malgré les preuves accablantes. Après avoir menti à plusieurs reprises aux officiers, Sushi a été menottée et au départ, elle a refusé de coopérer, demandant pourquoi elle était arrêtée. L'un des agents a ensuite déclaré qu'elle avait admis avoir commis une fraude en demandant une aide financière pour un enfant inexistant. En effet, si cet enfant n'existait pas, ceci est aussi considéré comme une fraude. Donc les enquêteurs essayent tout simplement de piéger Sushi. La situation s'est envenimée lorsque Sushi a continué de nier les faits et refusé d'admettre ses actions. Les agents ont alors procédé à une fouille minutieuse de la résidence, pièce par pièce, avant de se diriger vers le sous-sol. Là, ils ont découvert un baril en métal que Sushi avait acheté chez Home Depot, utilisé pour cacher le corps de Zion, son fils de 10 ans. Sushi avait tenté de brûler le corps, mais en vain,
Effectivement, elle n'avait pas réussi. Le 28 juillet, une autopsie effectuée à Rockford a révélé que la mort de Zion n'était absolument pas naturelle. Les résultats préliminaires ont indiqué que le garçon était décédé d'une blessure par balle, probablement en décembre 2022, 7 mois auparavant. Son corps était en décomposition avancée et avait été trouvé dans ce baril, cette poubelle en métal, vêtu non seulement d'un bas de pyjama, mais aussi avec une situation tellement complexe au niveau de son corps. Il était vraiment pas beau à voir. L'enfant aurait été laissé dans ce sous-sol pendant 7 à 8 mois. Cette découverte macabre a confirmé les pires craintes des enquêteurs et a apporté un élément clé à l'affaire. L'autopsie a également soulevé des questions sur les circonstances exactes de la mort de Zion et sur le rôle de sa mère dans cet événement tragique. Les enquêteurs ont continué de recueillir des preuves et des témoignages pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Ils ont interrogé les voisins, les membres de la famille élargie, les amis, pour obtenir des informations supplémentaires sur la relation entre Sushi et ses enfants, ainsi que sur son comportement pendant le mois et les mois précédant la découverte du corps. La communauté de Rock Island a profondément été choquée par ces révélations. Les services sociaux et les forces de l'ordre ont également examiné de près leurs procédures pour comprendre comment un tel drame avait pu se produire sans être détecté plus tôt. Ils se sont engagés à renforcer les mesures de protection des enfants et à améliorer la coordination entre les différentes agences pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le corps de cet enfant est resté entre 7 et 8 mois dans un sous-sol, dans une sorte de baril, une poubelle en métal, avec seulement son bas de pyjama, en décomposition avancée, blessé par balle. Le 26 juillet, Sushi Staple a été placé en garde à vue et formellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation graves, notamment la dissimulation d'un décès, l'entrave à la justice et le défaut de signaler la mort d'un enfant. Chacune de ces accusations, passible d'une peine d'1 à 3 ans de prison, découlait des allégations selon lesquelles elle aurait intentionnellement caché la mort de son fils. D'après la plainte pénale, Sushi aurait trompé un agent en prétendant ne pas avoir de fils et en remettant en question l'authenticité du certificat de naissance de Zion. De plus, il est allégué qu'elle a déplacé consciemment son corps depuis le lieu de sa mort afin de dissimuler les circonstances de son décès, le plaçant dans une grande poubelle située dans le garage de la maison. Ici, comme on le voit, Sushi était prête à tout pour dissimuler son crime. Elle était prête à mentir, à dire qu'elle n'avait pas d'enfant, à dire qu'elle avait été manipulée, que quelqu'un avait inventé toute cette histoire dans l'unique but de dissimuler son crime et de continuer de toucher l'argent. Les voisins, récemment installés dans la région, André et Daniel Biltas, ont exprimé une profonde consternation et une incrédulité devant cette découverte macabre. Ils avaient aperçu les filles de Sushi jouant joyeusement dans la cour et les saluant aimablement, sans rien soupçonner d'anormal. Un autre voisin s'est aussi interrogé sur le temps écoulé avant la découverte du corps, notant que l'odeur aurait pu les alerter et aurait pu alerter tous les résidents avant cette tragique découverte. Cette apparente absence de réaction, tant des autorités que des voisins, a suscité une vague de questionnements au sein de la communauté, qui se demande comment un tel drame a pu passer inaperçu aussi longtemps. Cette affaire a bouleversé la tranquillité apparente de la communauté locale, soulignant l'importance d'une vigilance accrue et d'une communication efficace entre les résidents et les autorités. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant la mort de Zion, et veillant à ce que justice soit rendue de cette tragédie dévastatrice. Lors de l'audience préliminaire de Sushi Staple, une scène poignante s'est déroulée lorsque le détective Jonathan Shepard du département de police de Rock Island a exposé les circonstances troublantes entourant la mort de ce petit. Selon les témoignages recueillis auprès des sœurs de Zion, elles ont raconté aux enquêteurs qu'il avait perdu la vie dans des circonstances tragiques, en jouant avec une arme à feu,
Il aurait accidentellement déclenché un tir fatal dans le sous-sol de la maison familiale. Encore une fois, je me permets de sortir de mon script et de placer ça ici, mais à chaque fois que nous parlons d'accidents avec les armes à feu, notamment concernant les enfants, je me dis que le port d'armes autorisé aux États-Unis est vraiment problématique. Ce n'est pas du tout la première affaire que je vous mets en avant, où je vous parle qu'un enfant a malheureusement succombé à des blessures suite à un tir qu'il s'est auto-infligé en jouant avec un pistolet. Effectivement, je pense également que les parents devraient être prudents et ne pas laisser ce genre d'arme à la portée des enfants. Les détails précis sur la provenance de cette arme ou sur la manière dont Zion y a eu accès demeuraient nébuleux, laissant planer un mystère sur cette tragédie déchirante. Avait-il été chercher l'arme en suivant la théorie que son papa lui manquait et qu'il aurait voulu effectivement mettre fin à sa vie? La mère a-t-elle négligé le fait de cacher cette arme et les enfants savaient peut-être où elle était, ou alors Zion est peut-être tombé dessus par hasard? Le détective a également révélé qu'après la mort de Zion, Sushi avait tenté de dissimuler l'odeur de la décomposition en utilisant des draps de sèche-linge dans la maison, visant à préserver ses autres enfants de la terrible découverte de leur petit frère disparu. L'histoire a pris un tournant différent. Au 1er janvier 2024, Sushi a plaidé coupable d'avoir mis en danger la vie ou la santé d'un de ses enfants après la mort de Zion. Lors d'une audience chargée d'émotions qui a captivé toute la salle pendant près d'une heure, un juge du comté de Rock Island a prononcé la sentence. Sentence que je vais vous raconter tout de suite. À l'âge de 38 ans, Sushi Staple a été condamné à une peine de 2 ans de prison. Cette décision est intervenue malgré les arguments passionnés des procureurs, en faveur d'une peine plus sévère, ainsi que les plaidoyers émouvants de l'avocat de Sushi Staple en faveur de la clémence et de l'approbation. Avant que le juge ne prononce la sentence, Sushi a eu l'occasion de s'adresser à la cour, exprimant un profond remords et une reconnaissance sincère de ses erreurs. Elle a fait face à la réalité de son échec, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que membre de la communauté. Ses paroles, remplies de regrets et de tristesse, ont captivé l'attention de toutes les personnes présentes, soulignant la gravité de l'incident et l'impact dévastateur qu'il a eu sur sa vie, celle de sa famille et celle des amis de la famille. Cette tragédie a laissé une marque indélébile sur la communauté locale de Rock Island, soulevant des questions profondes sur la sécurité des enfants et la responsabilité parentale. Sushi a donc pris la parole directement pendant son procès, pendant le verdict. Je cite ce qu'elle a dit. « Je me rends compte, votre honneur, que mes actions ont échoué à mes enfants, à ma famille, à ma communauté, à mes collègues et à tous ceux qui me connaissaient vraiment. » Dans une tournure inattendue des événements, elle a déposé une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité et pour faire reconsidérer sa peine. Peut-être n'était-elle pas prête à la prison. Dans sa démarche, elle a fait valoir qu'elle était une première délinquante, ayant tiré des leçons de ses erreurs, et qu'elle méritait une probation plutôt qu'une peine de prison ou d'internement en établissement de santé mentale. Elle a joué sur le fait qu'elle avait donc commis une erreur et qu'elle venait d'apprendre de celle-ci pour essayer de s'en sortir. Sushi Staple a souligné qu'elle avait cherché un traitement pour sa santé mentale avant le décès de son fils, affirmant qu'elle était maintenant en mesure de bénéficier des soins appropriés si elle était libérée. Elle a également argumenté qu'une nouvelle sentence était nécessaire pour qu'elle puisse regagner la garde de ses autres enfants. Pendant ce temps, dans la communauté, les résidents cherchaient à comprendre les circonstances qui ont conduit à la mort tragique de Zion et les facteurs qui ont pu influencer les actions de sa mère. L'affaire a généré des discussions profondes sur la santé mentale, le bien-être des enfants et les responsabilités des parents, ainsi que la communauté dans la protection et le soutien de ses enfants. Cette tragédie a soulevé ces questions importantes sur la manière dont la société peut mieux soutenir les familles, confrontées à des défis complexes et les aider à prévenir de tels incidents. Les conversations se poursuivent sur la nécessité d'une sensibilisation accrue à la santé mentale, des ressources accessibles et efficaces pour les familles,
ainsi que d'une surveillance communautaire renforcée pour détecter et intervenir dans les situations de danger pour les enfants. Enfin, en attendant qu'une décision sur la requête de Sushi soit prise, la communauté reste engagée à tirer des leçons de cette tragédie et à œuvrer collectivement pour améliorer la sécurité et le bien-être des enfants, assurant ainsi un avenir plus sûr et plus protecteur pour tout le monde. Avant de terminer cette affaire, je pense que nous pouvons avoir quelques pensées pour la famille au complet. Je pense d'ailleurs, premièrement à ce petit garçon. Pour moi, je pense sincèrement qu'il était triste, qu'il voulait revoir son père, connecter avec lui. C'est effectivement l'âge sur lequel nous grandissons et sur lequel nous nous posons beaucoup de questions. Il avait 10 ans, ses parents n'étaient pas ensemble, il voulait peut-être des réponses à ces questions. Est-ce que Sushi refusait de lui en donner? Ou alors, est-ce qu'elle avait dépeint un portrait pas très flatteur de son père? Et lui d'ailleurs, pourquoi n'est-il jamais revenu pour rencontrer son fils et ses autres enfants? Pourquoi n'est-il pas présent au procès? Avait-il décidé de tout simplement partir et tourner le dos à cette famille? Quoi qu'il en soit, pour parler de Zion, je pense sincèrement que c'était un enfant qui était triste, qui voulait retrouver son papa. Et malheureusement, il est tombé sur une arme à feu dans la maison. Une arme à feu qui, jusqu'aujourd'hui, nous ne le savons pas encore, lui a peut-être été fournie. Ou alors, il est tout simplement tombé dessus. Le fait est qu'il a été blessé par balle et que c'est ce qui a causé sa mort. Je répète une fois de plus, mais pour moi, le port d'armes à feu aux États-Unis est vraiment quelque chose de dangereux. Autre chose, la mère qui a donc caché ce crime cet accident si on veut dire, pendant 7 mois, le rendant donc comme un crime. Elle a laissé le corps à l'abri dans la maison, dissimulant l'odeur pour continuer de toucher l'argent du service d'État. Les autres enfants n'étaient pas au courant, mais pendant tout ce temps, ils vivaient à l'étage, au-dessus du corps de leur frère. Je n'imagine même pas à quel point les autres membres de la famille doivent encore être choqués de cette tragédie si récente, étant donné que je vous parle d'un crime qui a été mis à jour en juillet 2023. La mort de Zion date de 2022, c'est extrêmement récent. Les autres enfants de la famille doivent en faire des cauchemars encore aujourd'hui. Peut-être même qu'ils ne retrouveront jamais la confiance. Confiance qu'une mère est censée donner à leurs enfants. Voilà tout le monde pour cette vidéo, l'histoire de Zion Staple et de Sushi Staple. J'espère sincèrement que ce récit a pu vous intéresser et vous intriguer, peut-être même qu'il était inédit pour vous. Cette histoire récente m'a profondément marqué. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de la partager avec vous, pour envoyer tout mon soutien et mes pensées à cette famille et principalement aux enfants qui restent. Je n'arrive pas à me dire qu'on aurait pu éviter ceci, si seulement les services étaient passés voir ce qui pouvait se passer à l'intérieur de cette maison, si seulement quelqu'un s'était posé la question sur la disparition de Zion depuis plusieurs mois, si seulement les choses avaient été différentes. N'oubliez pas de liker et commenter pour m'exposer votre pensée également et pour nous soutenir gratuitement. Wineville, une ville située en Californie, était autrefois réputée pour être un quartier pastoral serein où les parents pouvaient élever leurs enfants en toute tranquillité, loin de l'agitation et des dangers des grandes villes souvent ravagées par la criminalité. Cette quiétude, malheureusement, a été bouleversée en 1926 lorsqu'un élément perturbateur venu du Canada a frappé toute la communauté, emportant tout sur son passage et plongeant les habitants dans la désolation la plus totale. En 1924, Gordon Northcott, alors âgé de 18 ans, avait quitté la Colombie-Britannique pour s'installer à Los Angeles avec sa famille. Aspirant à une vie isolée, il réussit à convaincre son père d'acquérir une propriété à environ 1 heure de route de Los Angeles, dans le paisible village de Wineville. Dans les années 20, Wineville n'était qu'une toute petite communauté rurale et n'avait pas une population très importante. Bien que le nombre exact n'est pas connu, il semblerait qu'il n'y avait qu'une petite centaine d'habitants, voire moins. Aujourd'hui, après avoir changé de nom à 2 reprises afin de devenir Juurapa Valley, la ville compte environ 105 000 habitants,
bien loin du petit village pittoresque qu'il était à l'époque. Mais revenons en 1924, lorsque la famille Northcott a déniché le terrain idéal. Les hommes de la famille se sont rapidement mis au travail, retroussant leurs manches pour ériger de toutes pièces une ferme avicole. Cependant, la réalité du travail à la ferme s'est révélée bien plus ardue que ce qu'ils n'avaient prévu. Face à ces difficultés, en 1926, soit 2 ans plus tard, Gordon a sollicité l'aide de son jeune neveu qui était resté au Canada, lui faisant comprendre que sa présence était indispensable à la ferme. Sanford Clark, alors âgé de seulement 13 ans à cette époque, a préparé ses affaires et a fait le voyage jusqu'à Wineville, s'attendant à travailler en tant qu'ouvrier agricole. Toutefois, à peine arrivé, le jeune garçon a découvert avec horreur et effroi que les intentions de son oncle étaient bien différentes de ce qu'il avait imaginé. Ce qu'il pensait être une simple expérience de travail agricole allait se transformer en un cauchemar inimaginable. Au cours des prochains mois, Sanford a été abusé à plusieurs reprises physiquement et sexuellement par son oncle Gordon. Celui-ci a tellement été battu qu'il était devenu un adolescent avec le regard vide, comme s'il n'avait plus d'âme. Ce dernier n'était plus du tout lui-même. Bien que Cyrus, le père de Gordon, ait résidé en permanence à la ferme avicole, il a toujours affirmé n'avoir jamais eu connaissance des activités sinistres de son fils concernant Sanford, ni des autres victimes dont nous allons parler un petit peu plus tard. Cyrus a maintenu qu'il était totalement ignorant des actes criminels perpétrés par Gordon. Il en était de même pour Sarah, l'épouse de Cyrus, qui avait une préférence marquée pour les commodités de la vie urbaine. Elle partageait son temps entre la propriété rurale et un appartement qu'elle avait gardé à Los Angeles, où elle pouvait profiter des avantages de la ville. Quant à la mère de Sanford, Winfried, cette dernière s'inquiétait de plus en plus pour son fils, et pour cause. Les rares lettres qu'elle recevait de lui étaient assez vagues et donnaient l'impression que quelque chose n'allait pas à la ferme de Wineville. Ces missives, souvent brèves et dépourvues de détails, laissaient présager un malaise profond. Convaincue que son fils était en danger, elle a fini par contacter les autorités américaines. Elle leur a exposé ses craintes avec énormément de détails, tout ce qu'elle savait finalement, espérant que tout ceci suffirait à déclencher une enquête rapide. Malheureusement, malgré toute la gravité de son appel à l'aide, les autorités américaines se sont contentées de l'écouter poliment, lui promettant de s'occuper de la situation lorsque le temps le permettrait, sans montrer une réelle urgence. Et vous et moi, à force d'entendre ce genre d'histoire, vous savez très bien ce que ça veut dire. Face à l'apparent manque de réaction des forces de l'ordre, la sœur de Sanford, qui elle était âgée de 19 ans, a décidé de prendre les choses en main. Déterminée à vérifier par elle-même la situation et à s'assurer que son petit frère était bel et bien en sécurité, elle a entrepris le voyage jusqu'à Wineville. À son arrivée, en août 1928, Jessie a trouvé son jeune frère vivant et apparemment en bonne santé. Cependant, elle n'a pas tardé à remarquer des signes inquiétants de détresse qu'il essayait de cacher. Sanford, hésitant d'abord à parler, a fini par confier à Jessie les horribles vérités qu'il avait gardées pour lui durant ces 2 années à cohabiter avec son oncle Gordon. Le jeune garçon, désormais âgé de 15 ans, lui a révélé finalement que, depuis son arrivée à la ferme, leur oncle l'avait soumis à une série de tortures et d'abus inimaginables. Il a décrit en détail les atrocités qu'il avait endurées, peintes d'une violence et d'une cruauté inouïes. Sanford a expliqué qu'il avait souvent envisagé de fuir, évidemment, mais qu'il craignait tellement les représailles de Gordon, si jamais il échouait dans sa tentative, qu'il a finalement préféré rester à la ferme et ne prendre aucun risque supplémentaire que les risques qu'il prenait déjà en vivant avec ce dernier. Connaissant la capacité de son oncle à infliger une douleur extrême, il redoutait que cette cruauté ne se retourne contre lui de manière encore plus brutale. Jessie, horrifiée et plus que bouleversée par les révélations de son petit frère qu'elle aimait énormément, a très vite compris que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé au départ. Fatiguée des allusions vagues et déterminée à comprendre toute l'étendue de l'horreur, elle a pressé Sanford pour qu'il lui dévoile chaque détail de la dépravation de leur oncle. Finalement, submergé par l'émotion et le poids du secret, Sanford a cédé et a raconté tout ce qu'il avait subi, dans les moindres détails, à sa grande sœur. Les confessions de ce dernier ont dévoilé un tableau de souffrance et de terreur, un fardeau bien trop lourd pour un enfant de 15 ans. Et ce, depuis ses 13 ans.
Ces révélations, bien que douloureuses, étaient nécessaires pour comprendre pleinement l'ampleur des crimes de Gordon et pour prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. Ainsi, Jesse s'est retrouvé face à un dilemme terrible. Comment protéger son frère et obtenir justice sans déclencher la colère de Gordon, qui était capable, visiblement, des pires atrocités. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et courage pour sauver son petit frère et empêcher leur oncle de continuer à faire du mal à d'autres victimes innocentes. Puisque en effet, selon Sanford, en plus d'être un tyran abusif avec lui, il était aussi un meurtrier d'enfants. Et ça, ce n'est pas rien comme accusation. Il le savait et l'affirmait parce qu'il avait lui-même aidé à enterrer ce dernier les corps de 4 garçons sous le sol du poulailler. Jessie ne savait pas du tout comment gérer cette situation périlleuse. Elle ne s'attendait absolument pas à recevoir tant d'informations, des informations aussi gravissimes. Tout comme sa mère, elle se doutait que quelque chose n'allait pas forcément à la ferme, mais elle se disait que peut-être le travail était trop rude pour lui, peut-être pas assez nourri, que pourquoi pas son oncle était un petit peu ferme avec lui, un petit peu sévère. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce dernier soit battu, violé, limite séquestré par ce dernier, et qu'il soit obligé de couvrir les crimes de son oncle, d'enterrer avec lui des pauvres petits garçons qui n'avaient rien demandé. Imaginez l'horreur pour cette jeune femme de 19 ans en arrivant pour aider son petit frère et apprendre toutes ces horreurs de la bouche de ce dernier. Ce que Jessie savait, c'est qu'elle devait partir de Wineville dès que possible. Alors, dans un geste audacieux, elle avait confronté Gordon à propos de ses mauvais traitements infligés à son frère. Mais plutôt que d'être honteux par l'accusation, il s'est mis dans une colère noire et a commencé à se battre avec sa nièce. Après avoir vu à quelle vitesse il avait eu recours à la violence, Jessie s'est enfuie chez elle au Canada, mais seule. Avant son départ, elle avait promis à Sanford qu'elle serait prochainement de retour, et que la prochaine fois, elle ne viendrait pas seule et repartirait avec lui. Lorsque Jessie était de retour en toute sécurité au Canada, elle a immédiatement pris la décision de se rendre au consulat américain pour apporter tout ce que son frère Sanford lui avait révélé concernant les activités criminelles de leur oncle. Une fois arrivée sur place, elle a raconté en détail toutes les horribles expériences que son frère avait endurées et les terribles secrets qu'il avait confiés. Devant ces graves accusations, les responsables du consulat n'ont pas perdu de temps et ont infirmé promptement le département de police de Los Angeles des meurtres présumés de Wineville. Quelques semaines plus tard, par la chaude et étouffante journée du 31 août 1928, 2 agents de l'immigration se sont présentés à la ferme pour enquêter sur les réclamations de Jessie. Malheureusement, sans que les agents ne le sachent, Gordon avait repéré leur arrivée au loin. Saisissant l'opportunité, il s'est rapidement échappé par la porte arrière de la ferme. Mais avant de disparaître dans les bois voisins, il a ordonné à son neveu, Sanford, de distraire les agents le temps qu'ils prennent la fuite. Il a, comme à son habitude, vous vous en doutez, menacé le garçon de représailles violentes, affirmant que si jamais il venait à être capturé, il reviendrait et le tuerait avant même que les policiers ne comprennent ce qui se passait. Sanford, qui a été battu et agressé par ce dernier pendant déjà plus de 2 ans, était complètement terrifié par ces menaces. Sachant que son oncle était capable de mettre ces menaces à exécution, il a choisi d'obéir et de courir accueillir les agents. Bien qu'il ait tenté de les distraire du mieux qu'il ait pu, les agents étaient déterminés et concentrés sur leur mission. Ils n'allaient clairement pas se laisser détourner par les ruses d'un enfant. Ce qu'ils voulaient, c'était s'entretenir avec Gordon et voir s'il y avait bel et bien des cadavres d'enfants cachés sous le poulailler. Sans attendre la permission de Gordon, ils ont commencé à fouiller la propriété, en particulier le poulailler, où ils avaient été informés que des corps pouvaient y être enterrés. À l'intérieur du poulailler, les agents ont découvert des scènes d'horreur. Des haches couvertes de sang, avec des mèches de cheveux humains accrochées aux lames. Ils ont également trouvé un assortiment d'insignes de Boy Scout, un sifflet et un livre en lambeaux avec une carte de bibliothèque attachée portant le nom de l'emprunteur. Les enquêteurs ont rapidement appris que le garçon en question, Nelson Winslow, avait été porté disparu 3 mois auparavant, le 16 mai 1928, ainsi que son frère Lewis. Réalisant que son oncle n'était plus en contrôle de la situation et que c'était sa chance de révéler enfin toute la vérité, Sanford a montré aux autorités l'endroit exact
où les restes humains avaient été enterrés. Sous sa direction, les agents ont découvert 3 malheureuses tombes peu profondes. En fouillant ces tombes, ils ont exhumé 51 parties de corps humains, toutes éparpillées dans la terre et sous le poulailler. Ces découvertes horribles n'ont fait que confirmer les pires craintes des enquêteurs. Une inspection plus approfondie des tombes a révélé que celles-ci avaient été perturbées peu de temps avant leur découverte. Les experts sur place en ont conclu que les corps avaient été déplacés dans le but d'éviter une détection complète de ces derniers. En effet, les ossements retrouvés ne représentaient qu'une toute petite fraction de ce qui aurait dû être présent, indiquant que des tentatives avaient été faites pour dissimuler les preuves des crimes. Malgré ses efforts de dissimulation, le coupable avait été si pressé de cacher ses méfaits qu'il avait laissé suffisamment de preuves incriminantes derrière lui. Les divers éléments retrouvés sur les lieux, les armes ensanglantées, les objets personnels des victimes et les restes humains fournissaient aux enquêteurs des indices essentiels pour reconstituer l'ampleur des atrocités commises par un seul homme, Gordon Northcott. Ces preuves permirent non seulement de corroborer les témoignages de Sanford, mais aussi d'établir un dossier solide contre son oncle. Ainsi, le courage de Jesse et les révélations de Sanford, combinées aux découvertes des agents, ont permis de lever le voile sur les crimes horribles perpétrés à Wineville. L'enquête approfondie qui a suivi a permis de rendre justice aux victimes et d'assurer que le responsable de ces atrocités soit enfin traduit en justice. Les découvertes macabres et les preuves accablantes recueillies sur la propriété de Gordon Northcott ont joué un rôle essentiel pour étayer les accusations et assurer que le coupable paie pour ses crimes. Alors que la ferme de Wineville devenait une scène de crime bouleversante, Gordon se cachait de la résidence de sa mère, Sarah, à Los Angeles. Lorsqu'il s'est présenté à sa porte, en proie à la peur d'être poursuivi par la loi, elle n'a pas tardé à tout abandonner pour organiser leur retour au Canada. Cette réaction n'a guère surpris ceux qui la connaissaient, car elle avait toujours affirmé à qui voulait bien l'entendre qu'elle ferait tout et n'importe quoi pour son fils Gordon. C'était son fils unique et tout ce qu'elle voulait, quoi qu'il en coûte, c'était de le protéger. 3 semaines plus tard, Gordon et Sarah ont tous deux été appréhendés au Canada. Cependant, il faudrait encore 2 longues années avant qu'ils ne soient extradés vers la Californie afin d'être jugés pour les nombreux meurtres perpétrés à la ferme de Wineville. Confrontée à la montagne de preuves accablantes contre eux, Sarah finit par avouer avoir participé au meurtre de Walter Collins, un jeune garçon âgé de seulement 9 ans. Cette dernière a pris l'entière responsabilité de cet acte horrible, affirmant qu'elle avait volontairement aidé à tuer le garçon, sans aucune incitation de la part de son fils. Comme elle l'a dit plus tôt, elle était prête à tout et n'importe quoi pour son fils. Cette confession poignante mettait cruellement en lumière le fait que la pomme pourrie n'était finalement pas tombée bien loin du pommier. Sarah a détaillé comment Gordon l'avait toujours mise en garde de ne pas s'approcher du poulailler. Un jour de printemps 1928, sa curiosité l'avait poussé à désobéir alors que son fils était absent. En explorant l'une des coopératives, elle fut horrifiée de découvrir un jeune garçon sale et effrayé, retenu ici contre son gré. Lorsqu'elle a confronté Gordon à propos de cet enfant, il lui avait expliqué de manière assez détachée qu'il l'avait enlevé quelques jours auparavant. Inquiète pour les conséquences de cette découverte, toujours soucieuse du bien-être de son fils quoi qu'il en coûte, lui avait conseillé de manière froide et complètement détachée elle aussi de tuer l'enfant, puisqu'il pouvait à présent les identifier, et ça, c'était mauvais pour eux. Plus tard cette soirée-là, Sarah, Gordon et Sanford, qui contre son gré étaient mêlés à toutes ces horreurs, étaient descendus vers le poulailler. Là, ils ont frappé à tour de rôle le jeune garçon de 9 ans, impuissant, avec la partie émoussée d'une hache, alors que ce dernier dormait. Une fois certain de sa mort, Sarah l'a enterré près du poulailler, là où il avait été retenu prisonnier pendant près d'1 semaine. Ces révélations glaçantes n'ont fait que renforcer l'horreur des crimes commis à Wineville, jetant une lumière crue sur la cruauté et l'inhumanité dont était capable Gordon, sous l'influence et la complicité de sa propre mère. L'histoire de ce pauvre petit garçon de 9 ans, Walter Collins, est un récit poignant et complexe, une tragédie dont les détails dépassent souvent l'entendement. En mars 1928, Christine Collins, sa mère, signale la disparition de son fils. Ce jour-là, comme à son habitude,
Elle lui avait donné de l'argent pour aller au cinéma avant de partir travailler. À son retour à la maison, la réalité brutale s'était imposée à elle. Walter avait disparu. Les premiers jours après la disparition de son fils, des témoins ont rapporté l'avoir vu se diriger vers le théâtre cet après-midi-là. Cependant, quelque part en cours de route, il avait été enlevé, emporté sans laisser de traces visibles. Les soupçons des autorités et du public se sont immédiatement portés vers le père de Walter, un criminel déjà bien connu qui purgeait une peine de prison à l'état de Folsom au moment où son fils a disparu. Christine, de son côté, a plutôt envisagé la possibilité que l'un des nombreux ennemis de son ex-mari avait enlevé leur fils, en guise de représailles. L'affaire de la disparition de Walter a rapidement fait les gros titres nationaux, exerçant une pression énorme sur la police de Los Angeles pour résoudre ce mystère. 5 longs mois se sont écoulés avant que les détectives ne fassent une annonce qui choque tout le pays. Walter a été localisé, sain et sauf, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Illinois. La nouvelle de la découverte de Walter vivant avait rempli Christine d'un mélange intense de soulagement et d'excitation. Elle s'est évidemment précipitée pour acheter un billet de train afin de ramener son fils à la maison, un retour prévu pour être un moment de bonheur sans précédent. À son arrivée, c'est un événement médiatique majeur. Des journalistes de partout sont présents pour capturer l'émotion de la réunion tant attendue entre la mère éplorée et son fils disparu finalement retrouvé vivant. Cependant, lorsque le jeune garçon sort du train sous les applaudissements et les flashs des caméras, Christine sent son cœur se serrer d'appréhension. Parmi la foule de visages, elle ne parvient pas à identifier Walter. Le garçon, qui se tient devant elle, grand et maigre, n'a pas le regard familier qu'elle avait espéré retrouver. Ce moment déchirant révèle une erreur tragique. L'enfant présenté comme Walter n'est pas son fils. Cette découverte a jeté Christine dans une nouvelle vague d'angoisse et d'incertitude, alors que l'espoir d'avoir enfin retrouvé son enfant, son cher petit enfant de 9 ans, s'est évaporé dans un tourbillon de confusion et de désespoir. Alors que les journalistes et les photographes se pressaient autour d'elle, espérant capturer l'image d'une réunion heureuse entre Christine et le garçon qu'ils pensaient être son fils, cette dernière a refusé catégoriquement de participer à cette mise en scène. Au lieu de se plier à cette frénésie médiatique, elle s'est immédiatement mise en quête du capitaine J.G. Jones, l'officier en charge de l'affaire de Walter. Lorsqu'elle l'a enfin trouvé, elle lui a exposé avec émotion et conviction qu'une terrible erreur avait été commise. Christine a insisté sur le fait que, bien que ce garçon puisse être l'enfant perdu de quelqu'un d'autre, très probablement, il n'était certainement pas le sien. Ce n'était pas son fils, elle le savait. C'est la mère de Walter, elle reconnaîtrait son enfant parmi 1000 autres enfants. Cependant, plutôt que de reconnaître l'erreur et de mettre fin à cette situation désastreuse et plus que chaotique, l'officier Jones a affirmé avec assurance qu'elle se trompait. Il lui a expliqué que l'agitation et le stress de la situation l'avaient sans doute bouleversée, la rendant incapable de reconnaître son propre fils. Voyons. C'est vrai que pour certains hommes, il est compliqué de reconnaître qu'ils ont fait des erreurs, surtout face à une femme, et encore plus imaginez dans les années 1920. L'officier lui a donc conseillé de ramener le garçon à la maison et de cesser de faire preuve d'ingratitude envers les autorités qui avaient, soi-disant, résolu l'affaire. Face au mur, Christine s'est résignée à suivre les instructions de Jones, mais les choses n'ont évidemment fait qu'empirer. Au fil des jours passés avec cet étranger prétendant être Walter, Christine est devenue de plus en plus convaincue qu'il n'était pas du tout son fils. Encore une fois, elle l'aurait reconnu parmi 1000 enfants, et ce dernier n'était pas Walter. Pour prouver ses dires, elle a obtenu des copies des dossiers dentaires de Walter qui démontraient sans équivoque que le garçon qu'elle avait ramené à la maison ne pouvait pas être son fils. Armée de cette preuve irréfutable, elle est donc retournée au poste de police. Mais même face à cette évidence, le capitaine Jones a persisté dans son refus de reconnaître son erreur. Il a maintenu que l'affaire était close et que la police avait fait son travail. Lorsque Christine a insisté sur le fait que son véritable fils était toujours quelque part, perdu, peut-être même en danger, Jones a fait preuve d'une cruauté inimaginable. Il l'a fait arrêter par les forces de l'ordre et l'a envoyé au service psychiatrique pour une évaluation. Pour justifier ses actions et protéger sa réputation,
Jones a fait appel à un expert en écriture pour comparer des échantillons de l'écriture de Walter avec celle du garçon de l'Illinois. Mais à sa grande consternation, les écritures ne correspondaient pas. L'agent a ensuite interrogé le garçon et confronté à la preuve de ses mensonges, l'enfant a rapidement avoué la vérité. Comme Christine l'avait su depuis le début, elle avait déclaré à qui voulait bien l'entendre que ce garçon n'était pas son fils, ce dernier n'était pas Walter Collins, mais Arthur Hutchins. Arthur, âgé de 12 ans, donc déjà bien plus grand que Walter qui n'avait que 9 ans, avait vécu avec sa belle-mère avant de choisir la vie de fugueur. Lorsqu'il avait vu l'histoire de la disparition de Walter dans les nouvelles locales, il a décidé de se faire passer pour le garçon disparu. Grand fan de films de cow-boy, il espérait qu'en réussissant son plan, il pourrait rencontrer son héros, Tom Mix. Après que cette débâcle embarrassante ait été révélée, Arthur a été renvoyé en Illinois pour vivre avec sa belle-mère, Violette. Malgré le chagrin immense qu'il avait causé à Christine Collins, il n'a montré aucun remords pour ses actions irréfléchies. Au lieu de ressentir de la honte, il s'est délecté de l'attention qu'il avait reçue, aussi brève soit-elle. Pendant ce temps, Christine, vous en doutez, désespérée de retrouver son fils, a appris que le nom de Walter avait été mentionné dans l'enquête sur les meurtres de Wineville. Elle a alors tenté de contacter Gordon, qui se trouvait en prison en attente de son procès, espérant obtenir des réponses sur le sort de son fils. Mais fidèle à lui-même, le jeune homme s'est montré incapable de faire preuve de la moindre humanité, même face à une mère en deuil. Dans certaines de leurs communications, Gordon a même avoué avoir enlevé et tué Walter, mais dans d'autres, il niait catégoriquement l'avoir un jour rencontré. Il semblait finalement prendre un malin plaisir sadique à jouer avec les émotions de Christine, lui fournissant des détails macabres pour ensuite prétendre ne rien savoir des accusations portées contre lui. La tragédie de Walter Collins et de sa mère est une sombre illustration des erreurs judiciaires et de l'indifférence bureaucratique qui peuvent transformer une situation déjà désespérée en un cauchemar prolongé. La lutte incessante de Christine pour retrouver son fils et la souffrance qu'elle a endurée aux mains des autorités insensibles marquent l'histoire comme un sombre chapitre de la justice américaine. Bien que l'enlèvement de Walter Collins ait fait la une des journaux, il n'était malheureusement pas le seul enfant dont la vie s'était terminée brutalement à la ferme de Gordon Northcott à Wineville. Selon les révélations de Sanford Clark, son oncle avait enlevé et tué plusieurs autres garçons dans les mois précédant sa fuite au Canada. Parmi les victimes connues se trouvaient Nelson et Lewis Winslow, âgés respectivement de 10 et 12 ans. Les deux frères avaient été vus pour la dernière fois rentrant chez eux après une réunion dans le club nautique local dans la banlieue de Pomona à Los Angeles le 16 mai 1928. Leurs restes ont plus tard été découverts enterrés dans la ferme avicole de Gordon. Après la disparition des frères Winslow, leurs parents avaient reçu des lettres prétendument écrites par leur fils dans lesquelles ils affirmaient avoir décidé de s'enfuir pour découvrir le monde. Ils espéraient que leur acte de disparition soudaine les rendrait célèbres un jour. Alors je ne comprends pas comment tous ces enfants à l'époque pensaient que disparaître les rendrait un jour célèbres, mais c'est une drôle de façon de rechercher la célébrité. Toutefois, les parents qui connaissaient bien leur enfant n'avaient clairement pas été dupés par cette fausse correspondance. Les garçons, connus pour être peureux et qui adoraient en plus de ça rester à la maison, ne s'aventuraient que rarement loin de leur propre cour. Les parents étaient convaincus que leur fils n'avait écrit ces lettres que sous la contrainte de quelqu'un d'autre. Sanford a révélé également l'existence d'une autre victime, un enfant mexicain dont malheureusement il ignorait le nom. Il ne pouvait pas dire comment ce garçon était arrivé à la ferme, mais il avait vu son oncle le torturer et également le décapiter. Après avoir commis cet acte horrible, Gordon avait ordonné à son neveu de se débarrasser de la tête, ce qu'il a fait évidemment toujours sous la contrainte, en la brûlant d'abord, puis en écrasant les restes en une sorte de bouillie. Tandis que Sanford se débarrassait des preuves à la ferme, son oncle avait chargé le corps du garçon dans son véhicule et l'avait conduit à la Puente où il l'avait jeté le long de l'autoroute. Les enquêteurs ont plus tard réussi à identifier ce garçon comme étant Alvin Gotea, disparu depuis janvier ou février 1928. Lorsque toutes les pièces du puzzle ont été assemblées, les procureurs ont accusé Gordon Northcott de 3 chefs d'accusation de meurtre. Étrangement,
Il n'a pas été tenu responsable de la mort de Walter Collins en raison de la confession de sa mère, Sarah Northcott, qui l'exonérait. Une confession qu'elle a cependant rétractée quelques temps plus tard. Initialement, Gordon avait admis avoir assassiné 5 garçons de sang-froid. Mais au moment où son procès a commencé, il suivit le conseil de sa mère et a nié toute implication dans les meurtres. Malgré ce revirement soudain de situation, les preuves contre lui étaient suffisamment solides pour poursuivre l'affaire sans sa confession. Même si les preuves montraient qu'il était responsable du meurtre d'au moins 3 garçons, l'État estimait que le nombre réel de ses victimes était probablement plus proche de 20, bien qu'il ne puisse le prouver au-delà de tout doute raisonnable. Arrogant jusqu'au bout de cette affaire, Gordon, qui avait toujours vécu sa vie en se considérant comme la personne la plus intelligente de la ville, a décidé, lorsqu'il a fait son apparition au tribunal, qu'il allait se présenter lui-même. Il a insisté un long moment, suite à quoi, il l'a fait. Un moment marquant de sa performance assez bizarre a été lorsqu'il a appelé sa mère à la barre pour qu'elle réitère devant le jury qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son fils. La révélation des horreurs commises par Gordon et l'implication de sa famille dans ces crimes ont profondément choqué la nation. Ça a été un sombre chapitre de l'histoire criminelle américaine, mettant en lumière non seulement les actes monstrueux d'un individu, mais aussi les défaillances du système judiciaire et des forces de l'ordre qui avaient, à plusieurs reprises, ignoré les signaux d'alarme. Les parents des victimes, comme ceux des frères Winslow et de Walter Collins, sont restés hantés par la douleur de la perte et par les souvenirs de leur enfant aimé, arraché à la vie de manière si brutale et injuste. Le procès et la condamnation de Gordon Northcott n'a jamais pu effacer la souffrance endurée par ses familles, mais il a marqué la fin de son règne de terreur et a assuré que justice soit rendue, aussi imparfaite soit-elle. Des témoignages bouleversants et des preuves matérielles indiquaient que des dizaines de garçons avaient été enlevés, maltraités et parfois tués de manière brutale. Le schéma de l'accusé consistait souvent à ramasser des enfants dans les rues, à les amener à sa ferme où ils subissaient des sévices inimaginables avant d'être finalement relâchés sous la menace de représailles mortelles s'ils venaient à parler, bien que certains enfants n'avaient jamais eu cette chance. Le jury l'a alors déclaré coupable des meurtres de Lewis Winslow, Nelson Winslow et Alvin Gotea, et Gordon Northcott a été condamné à mort. Le 2 octobre 1930, Gordon a été pendu à la prison d'État de Saint-Quentin. Jusqu'à la fin, il n'a montré aucun remords, regrettant seulement de s'être fait attraper. Sarah Northcott, quant à elle, a purgé 12 ans de prison pour le meurtre de Walter Collins et est morte de cause naturelle en 1944. Sanford Clark, reconnu comme ayant agi sous la contrainte de son oncle, a passé 2 ans dans un établissement correctionnel pour jeunes avant de pouvoir retourner au Canada. Là-bas, il a réussi à reconstruire sa vie, il s'est marié, a fondé une famille, menant une existence exemplaire en contraste frappant avec son enfance traumatisante. Christine Collins, la mère de Walter, a continué de lutter pour la justice. En 1930, elle a poursuivi en justice le capitaine Jones de la police de Los Angeles pour $10 300, le montant de la pension qu'elle avait dû payer pour un séjour forcé dans un hôpital psychiatrique après avoir contesté l'identité du garçon qu'on lui avait rendu. Bien qu'elle ait gagné le procès, Jones a refusé de payer et il a finalement été réintégré dans ses fonctions après une enquête interne. La communauté de Wineville, profondément marquée par les crimes, a cherché à tourner la page en changeant son nom en Miraloma en 1930, espérant ainsi effacer les stigmates associés à Gordon. Le nouveau nom, signifiant « vue sur la colline », symbolisait un tout nouveau départ, loin des souvenirs sombres de leur passé collectif. L'histoire de Gordon et de la ferme de Wineville reste l'une des plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Les souffrances infligées, les vies brisées et les communautés traumatisées témoignent de la cruauté humaine. Cependant, elles illustrent aussi la résilience des victimes et des familles qui ont cherché à reconstruire leur vie après de telles horreurs. L'affaire a également mis en lumière les défaillances des systèmes de justice et de protection de l'époque, soulignant l'importance de la vigilance et de la compassion dans la prévention et la résolution des crimes. Miraloma est finalement devenue Jurapa Valley, mais malgré ces changements de nom, les locaux se souviennent et parlent encore de cette terrible affaire. On ne peut effacer un passé aussi affreux que celui de Wineville, même en changeant de nom.
Et faut-il réellement effacer le passé? En souvenir aux victimes du monstre qu'était Gordon Northcott, se rappeler est la meilleure des choses à faire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, que ce soit par rapport à ce criminel ou par rapport à la justice qui a traité certaines affaires de manière complètement désastreuse. Et quand je dis ça, je pense notamment à Walter Collins et à sa mère, Christine, qui a subi des horreurs elle aussi de la part des policiers parce que ces derniers étaient incapables de reconnaître leurs propres erreurs. C'est donc tout pour l'affaire de Gordon Northcott et de la ferme de Wanville. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Alors évidemment, on ne peut pas non plus trop juger les forces de l'ordre puisque comparé à aujourd'hui, les choses ont énormément changé et évolué, fort heureusement, même si malheureusement, il arrive encore que des erreurs judiciaires de ce type puissent se produire. Il n'est pas nouveau encore aujourd'hui que des hommes policiers remettent en doute la parole de certaines femmes, ce que je trouve malheureusement très triste puisque ce n'est pas parce que c'est une femme que ce qu'elle dit est forcément faux ou qu'elle est folle ou encore hystérique. Et c'est malheureusement très triste. Je n'ose imaginer l'horreur qu'a pu vivre les parents de ces victimes et je pense aussi énormément à Sanford qui a vécu l'horreur de la part de son propre oncle et qui a dû commettre des atrocités sous ses ordres et en plus de ça subir 2 ans de prison entre guillemets pour mineur pour des actes qu'il a commis en y étant forcé. Cependant, ce qui est très bien, c'est que ce dernier a réussi à rebondir, à se marier, avoir une vie stable, un métier, avoir des enfants, créer son propre petit cocon sans forcément devenir un terrible criminel comme certains l'ont fait malheureusement, parce qu'on sait que ce genre de passé peut parfois faire complètement péter les plombs à certains qui par la suite vont devenir des criminels notoires. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Joel Guy, né en 1955, était un ingénieur en pipelines. J'ai regardé un petit peu ce que ça signifiait sur internet et en gros c'était vraiment les tuyaux de construction sur les voies ferroviaires. Il avait 3 filles d'une relation précédente lorsqu'il a rencontré Lisa qui sera donc l'amour de sa vie. Avec Lisa, Joel Guy a eu un enfant, Joel Michael Jr., né en 1988, leur seul enfant en commun. Malgré ça, Lisa resta une mère aimante pour les filles de Joel Sr., formant donc une famille unie. Je vais effectivement appeler maintenant le père Joel Sr. et l'enfant Joel Jr. afin que vous vous y retrouviez. Après 31 années de mariage heureuse, Joel Sr. se préparait à prendre sa retraite et vendait leur maison à Knoxville au Tennessee. Joel et Lisa étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir profiter de leur retraite ensemble dans une nouvelle maison qu'ils avaient achetée à Surgonsville dans le Tennessee. Ils n'allaient donc pas très loin. Ce qui semblait être le début d'une retraite paisible allait bientôt prendre une tournure tragique, marquant l'histoire par un crime des plus horribles. Surgonsville est une petite ville située dans le comté de Hawkins, dans l'État du Tennessee. Fondée en 1815, elle est connue pour son atmosphère paisible et son charme rural, ce qui va être ironique suivant les événements qui vont arriver. La ville offre des paysages pittoresques avec des collines verdoyantes, des rivières, faisant d'elle un lieu idéal pour une retraite tranquille. Malgré sa taille modeste, Surgonsville est riche pour son histoire en culture locale, attirant celles et ceux qui cherchent à échapper à l'agitation des grandes villes. Comme vous le voyez, les parents avaient donc prévu de déménager dans cet endroit paisible afin de pouvoir profiter de leur retraite et de leur vie ensemble. Nous sommes en 2016, le jeudi 24 novembre, le jour de Thanksgiving. Joel et Lisa avaient organisé une grande réunion de famille dans leur maison à Knoxville, au Tennessee. Ils avaient invité leurs 3 filles, les 3 filles de Joel Sr., leurs petits-enfants, ainsi que leur fils commun, Joel Jr., pour célébrer cette fête traditionnelle. La maison était remplie de rires, de discussions animées et de délicieuses odeurs de dinde et de plats faits maison
préparé avec amour par Lisa. La journée fut joyeuse et chaleureuse, marquée par des échanges de souvenirs et des moments de complicité familiale. Les enfants jouaient dans le salon, tandis que les adultes discutaient autour de la table, partageant des anecdotes et des projets pour l'avenir. En fin de journée, après ce copieux repas et des heures passées ensemble, les filles de Joël Seigneur prirent congé avec leurs enfants, remerciant Joël et Lisa pour ce délicieux repas et leur hospitalité. La maison se retrouva donc calme alors que Joël Senior et Lisa restaient seuls avec leur fils, Joël Junior. Ce dernier avait décidé de passer un peu plus de temps avec ses parents avant de repartir. Cette soirée marquait la fin d'une journée apparemment parfaite, empreinte de chaleur et de convivialité. Cependant, personne ne se doutait que ce moment de bonheur familial cacherait bientôt une tragédie inimaginable. Joël Junior avait son propre appartement à Bâton Rouge en Louisiane, mais après les vacances de Thanksgiving, il était resté avec ses parents dans leur maison à Knoxville, où il avait d'ailleurs sa propre chambre. Pour vous parler un petit peu de lui, Joël Junior était étudiant à l'université de l'État de Louisiane depuis plusieurs années. Et bien qu'il avait l'ambition de devenir chirurgien plasticien, il avait abandonné ses études et l'université en 2015 et depuis, il n'avait pas trouvé d'emploi. Il dépendait donc financièrement de ses parents et vivait dans une situation précaire. Dans l'après-midi du 26 novembre 2016, 2 jours après Thanksgiving, Lisa est allée faire des courses dans leur Walmart local. Vers 15h ce même jour, Joël Junior fut également aperçu dans le même magasin, achetant des bandages et divers produits chimiques. Pourquoi faire? Le lendemain, le dimanche 27 novembre 2016, Joël Junior quitta la maison de Knoxville pour chercher de l'aide médicale pour des coupures qu'il avait à la main, se rendant à Bâton Rouge pour être examiné à la clinique étudiante. Toutes ces actions prises individuellement ne semblaient pas être suspectes. Il est allé faire des courses et puis il s'est coupé, ça arrive. Cependant, le lundi 28 novembre, quand Lisa Guy ne se présenta pas à son travail, nous avons eu un déclenchement. Certaines inquiétudes parmi ses collègues et amis ont fait surface. Ce qui avait donc commencé comme une réunion familiale paisible s'est transformé en une enquête terrifiante lorsque les autorités ont découvert la vérité, l'horrible vérité, derrière l'absence de Lisa. Le patron de Lisa, Jennifer Wright, a commencé à s'inquiéter sérieusement lorsqu'elle ne s'est pas présentée à sa fête de retraite organisée pour l'entreprise et par l'entreprise, pour laquelle elle travaillait. C'était un événement important et Lisa n'aurait jamais manqué une telle occasion, sans raison en plus. Jennifer a donc essayé de la joindre à plusieurs reprises, appelant à la fois son téléphone fixe et son portable, mais elle n'a obtenu aucune réponse. Ce silence inhabituel de Lisa, connue pour sa fiabilité et son engagement, a fortement alerté Jennifer. Inquiète pour sa sécurité, elle a décidé de contacter les autorités, en appelant le 911 et en demandant aux policiers du comté de Knox de faire un contrôle de protection chez les Guy. L'agent Stephen Ballard fut envoyé pour effectuer ce contrôle. Et à son arrivée à la maison des Guy, il sonne à la porte, mais il n'obtient aucune réponse. Après avoir fait le tour de la maison, il a constaté que la porte arrière était verrouillée. N'ayant remarqué aucun signe évident de danger ou d'intrusion, il a décidé de ne pas prendre d'autres mesures à ce moment-là, et il est reparti. Jennifer, cependant, ne pouvait pas se résoudre à ignorer son pressentiment. Persuadée que quelque chose n'allait pas, elle a appelé le 911 une deuxième fois, environ 1 heure plus tard, insistant sur la nécessité d'un nouveau contrôle de bien-être. Cette fois-ci, l'agent Stephen Ballard est retourné à la maison, accompagné d'un détective, Jeremy McCord. Ensemble, ils ont décidé de mener une enquête et une inspection plus approfondie. En arrivant à la maison, ils ont de nouveau sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Déterminés à vérifier la situation, les détectives ont commencé à examiner les alentours,
les alentours de la maison, avec plus d'attention, en observant les détails. Ils ont noté que les voitures de Joel Senior et de Lisa étaient toujours garées dans l'allée, ce qui semblait étrange vu que personne ne répondait à la porte. Sentant que quelque chose clochait, les agents ont trouvé un moyen d'entrer dans la maison. Et dès qu'ils ont franchi la porte, ils ont été frappés par une odeur nauséabonde. En avançant prudemment à l'intérieur, pas après pas, ils ont découvert une scène de crime des plus horrifiantes. Leur découverte allait révéler un acte de violence inimaginable qui choquerait profondément la communauté de Knoxville et bien au-delà. Ce que les agents ont trouvé à l'intérieur de la maison des Guy allait non seulement confirmer les pires craintes de Jennifer, mais aussi déclencher une enquête complexe, médiatisée, mettant en lumière la face sombre et troublante de ce qu'il s'est passé lors de ce Thanksgiving. Déjà, en arrivant et en regardant par la fenêtre, les détectives Ballard et McCord ont été frappés par la vue de courses, éparpillés sur le sol, y compris des articles périssables, comme du lait et du bacon. Pourquoi est-ce qu'on aurait laissé ces aliments, sachant que s'ils ne vont pas au frais ou que s'ils ne sont pas rangés, ils peuvent pourrir? Très étrange. Ils ont aussi remarqué que malgré la mise en vente de la maison, il n'y avait pas de serrure d'agent immobilier sur la porte, et la poignée de la porte arrière était absente. Qui l'avait enlevée et pourquoi est-ce qu'on dissimulerait que la maison veut être vendue? Beaucoup de questions sans réponse à ce moment-là. Après avoir exploré différentes options, ils ont finalement accédé à la maison par la porte du garage. Et comme je vous l'ai dit, à leur entrée, une vague de chaleur intense les a accueillis, accompagnée d'une forte odeur de produits chimiques, qui a immédiatement irrité les sens de Ballard. Conscients que quelque chose de grave s'est produit, ils ont poursuivi leurs recherches à l'étage, où leurs pires craintes ont été confirmées. J'espère que vous êtes prêts. Ils ont découvert une scène macabre, des mains humaines étendues au bout du couloir, un spectacle aussi horrible que troublant. Les autorités médico-légales ont été rapidement sollicitées et ont convergé vers la maison. À l'intérieur, ils ont découvert des éléments encore plus horribles et encore plus troublants. Un grand pot de bouillon chaud sur la cuisinière, des taches brunes rougeâtres sur les escaliers, les murs et la rampe, et dans la salle de bain, 2 baignoires bleues contenant un liquide sinistre et des morceaux de chair. Chaque pièce de la maison semblait regorger de preuves macabres. Parmi les découvertes les plus troublantes, une arme a été retrouvée dans l'évier de la salle de bain et des produits chimiques dangereux étaient clairement présents dans l'environnement de la maison. Malgré la présence de sang dans toute la maison, une seule personne manquait. Joel Jr., le fils d'Eggy. Les forces de l'ordre ont immédiatement placé Joel Jr. sous surveillance, le considérant comme principal suspect, étant le seul résident absent et encore en vie. Le mardi 29 novembre 2016, il a été appréhendé à Bâton Rouge. Sauf que la découverte d'un hachoir à viande dans le coffre de sa voiture n'a fait qu'ajouter une sombre réalité à ce qui s'était passé dans la maison familiale. Est-ce que Joel Jr. était lié à ce crime horrible? Est-ce qu'il aurait osé découper ses parents? L'enquête judiciaire qui a suivi allait révéler les détails choquants et les motivations derrière cet acte brutal, plongeant la communauté dans l'incrédulité et la tristesse face à une telle tragédie familiale. Je pense que vous l'avez vu, mais j'essaye de garder les détails pour vous les éparpiller tout au long de la vidéo. Là, comme je vous l'ai expliqué, des baignoires sanglantes ont été retrouvées, des mains, les murs étaient vraiment tachés de couleurs absolument horribles, mais croyez-moi, j'ai gardé le pire pour la fin. Dans un sac à dos soigneusement dissimulé à l'intérieur de la maison d'Eggy, les enquêteurs ont découvert un élément de preuve crucial, un cahier noir appartenant à Joel Jr. Surnommé le livre de la préméditation par les autorités, ce cahier se révéla être une chronique détaillée des plans macabres de Joel Jr. pour mettre fin à la vie de ses propres parents, Lisa et Joel Guy Sr. Les pages du cahier étaient remplies de listes méthodiques,
Équipement nécessaire, mesures à prendre, stratégie pour couvrir ses traces. Joel Junior avait tout prévu. Il voulait se débarrasser de ses parents. Dès le début du mois de novembre, près de 3 semaines avant les événements fatidiques, Joel Junior avait commencé à planifier minutieusement son meurtre. Les caméras de surveillance capturèrent ses visites dans les magasins où il achetait méthodiquement les outils de son crime. Du peroxyde d'hydrogène, d'autres produits chimiques potentiellement dangereux, les bâches, les bandages, tout ça on en a déjà parlé. On avait juste dit que les éléments, mis un à un et non pas bout à bout, pouvaient juste être tout simplement quelqu'un qui veut acheter des choses. Mais ces recherches en ligne ont aussi laissé des traces de ces investigations sur des substances, comme le percarbonate de sodium, un composé clé de certains nettoyants ménagers. Le plan de Joel Junior était terrifiantement sophistiqué. Il envisageait de faire passer le meurtre de ses parents pour un crime de cambriolage, cherchant à semer le doute sur l'implication de son père dans une attaque présumée. Il voulait donc faire croire que l'un avait attaqué l'autre, peut-être pour avoir quelque chose. Dans ses notes du fameux cahier de la préméditation, Joel Junior a détaillé comment il nettoierait minutieusement et méticuleusement la scène du crime, pour effacer toute preuve incriminante. L'intention de brûler partiellement la maison, visant à détruire les traces restantes et à compliquer l'enquête, était aussi notée. C'était dans son plan. Lorsque les autorités mirent la main sur ce cahier, surnommé donc le livre de la préméditation pour sa nature incriminante et détaillée, l'horreur de la planification de Joel Junior fut mise en pleine lumière. Ce document non seulement confirmait ses intentions meurtrières, mais révélait aussi une froideur calculée et une absence de remords choquante. Lorsque le hachoir à viande a été retrouvé dans sa voiture, ça a ajouté un élément de preuve supplémentaire à cette enquête, à cette tragédie épouvantable. L'affaire qui s'ensuit a captivé l'attention nationale, non seulement pour la brutalité des actes commis, mais aussi pour la perturbation de voir un fils si violemment tourné contre ses propres parents, lui qui avait l'air d'avoir aucun problème et qui avait l'air d'aimer ses parents. Et nous avons pu retracer ce qu'il s'est passé en détail et faire une chronologie complète de cet événement. Le samedi 26 novembre, pendant que Lisa Guy était partie faire des courses, Joel Junior a en effet attaqué son père, Joel Senior, dans la salle d'exercice à l'étage de leur maison. Les policiers ont constaté que la pièce était un véritable chaos, indiquant une lutte acharnée où Joel Senior avait manifestement tenté de se défendre. Malheureusement, il avait été submergé par son propre fils qui l'avait violemment poignardé plus de 40 fois. Lisa est rentrée à la maison peu après midi, portant les courses qu'elle venait d'acheter, contenant le lait et le bacon, inconsciente de l'horreur qui l'attendait à l'intérieur. Peut-être a-t-elle remarqué un bruit suspect venant de l'étage, ou des signes troublants du comportement de son fils, étant donné qu'elle a laissé tomber ses sacs d'épicerie sur le sol et a immédiatement couru à l'étage, mais il était trop tard pour sauver son mari. Au lieu de trouver refuge, Lisa a été attaquée à son tour par Joel Junior, subissant elle-même au moins 31 coups de couteau. Tenez-vous prêts, le pire arrive. Après cet acte impensable, Joel a placé la tête décapitée de sa mère dans une marmite et l'a mise sur la cuisinière, tournant la marmite pour que la tête de Lisa commence à bouillir. Oui, il a fait cuire la tête de sa maman dans sa cuisine. Cette scène brutale et choquante, décrite par les autorités, a profondément choqué la communauté locale et bien d'autres personnes, moi le premier et vous aussi je pense. Cet acte extrêmement violent et délibéré de Joel Junior, tel que détaillé par les preuves et les témoignages recueillis dans son journal, a suscité une réaction d'incrédulité et d'horreur face à une violence aussi horrible. Après avoir infligé une coupure profonde à son pouce gauche lors de l'attaque contre son père, Joel a quitté la scène du crime et s'est rendu à Walmart. Et je précise que cette fameuse coupure est donc la coupure qu'il a voulu faire soigner
dans l'université de Bâton Rouge. À Walmart, vers 15h30, il a été aperçu en train d'acheter des bandages, de la pommade et d'autres produits chimiques, certainement pour nettoyer la scène du crime. Pendant ce temps, Lisa Guy était encore à Walmart. Rappelez-vous, il venait d'attaquer son père. Il ne l'avait pas encore attaqué, Lisa. Environ 3 heures après avoir terminé ses courses pour la famille. Et pendant que Joël faisait ses achats, son père gisait à mort à son domicile, avant qu'il y retourne et qu'il s'occupe de Lisa Guy. La tragédie a frappé encore plus durement la famille, lorsque la propre mère de Lisa Guy, la grand-mère de Joël Junior, accablée par la nouvelle du meurtre de sa fille, a fait un malaise et a dû être hospitalisée. Malheureusement, elle est décédée peu de temps avant les funérailles de sa fille. Le frère de Lisa, lui, a témoigné au tribunal que sa mère avait succombé de chagrin. Les preuves amassées contre Joël Junior durant son procès étaient accablantes, mais il a osé plaider non coupable. Les documents retrouvés, notamment son carnet, ont révélé un motif financier troublant derrière ces actes impitoyables. Et oui, Joël Junior avait été financièrement soutenu par ses parents toute sa vie. Lisa avait travaillé dur pour fournir à son fils une assistante financière constante, en lui remettant la majorité de ses chèques de paye. Cette histoire tragique a non seulement secoué Knoxville, mais également mis en lumière les sombres conséquences de la dépendance financière excessive et des tensions familiales sous-jacentes. Joël Guy Jr. voulait tuer ses parents pour récupérer l'argent et peut-être même la maison. Le procès de Joël Guy Jr. a captivé l'attention du public, mettant en évidence les failles tragiques au sein d'une famille en apparence ordinaire et maintenant divisée par un acte de violence inimaginable. Pourtant, alors qu'ils approchaient de leur retraite bien méritée, Joël Senior et Lisa ont pris la décision difficile de couper financièrement leur fils, âgé de 28 ans, Joël Junior. Sentant sa dépendance financière menacée, Joël Junior a élaboré ce plan sinistre pour éliminer ses parents. Il a calculé que leur mort lui permettrait d'accéder à leur assurance vie de 500 000 $. Il a été prêt à tuer ses parents d'une manière en plus absolument horrible pour de l'argent. Les membres de la famille de Joël Senior ont confirmé en témoignant au procès que Joël Junior avait appris les intentions de ses parents et n'était pas satisfait. Bah oui, il a toujours été soutenu financièrement, il ne voulait pas travailler. Cette famille unie aimait discuter de leurs plans et des événements à venir. Mais cette fois-ci, les discussions ont révélé une tragédie impensable. Chaque détail sordide, présenté devant le tribunal, a dépeint l'ampleur choquante de la cruauté de Joël Junior. Lors du 3e jour de procès, un enquêteur médico-légal a décrit la découverte des corps dans un état de liquéfaction avancé, détaillant comment la solution acide avait complètement décomposé la chair de la tête de Joël Senior, ne laissant que son squelette. Même l'ami le plus proche et ancien colocataire de Joël Junior a été appelé à témoigner, ajoutant une perspective personnelle troublante. Et il n'a pas témoigné en sa faveur. Enfin, le vendredi 2 octobre 2020, Joël Guy Jr. a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui. 2 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs de meurtre au premier degré et 2 chefs d'abus de cadavre. Le jury l'a unanimement jugé coupable sur les 7 chefs d'accusation, soutenu par plus de 700 pièces de preuves accablantes présentées au tribunal. Excusez-moi, mais pour quelqu'un qui voulait effacer ses traces et qui avait tout prévu, il s'est raté. Joël Michael Guy Jr. purge actuellement sa peine au Northwest Correctional Complex à Tiptonville, au Tennessee, où il a été condamné à une peine de 124 ans. Sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle est fixée au 30 avril 2136, une condamnation qui reflète les gravités des actes abominables commis contre ses propres parents. L'affaire des meurtres de Joël Guy Jr. a été bien plus qu'une simple tragédie familiale.
Elle a captivé l'attention nationale par sa cruauté et sa préméditation. Au cœur de cette histoire réside un tableau troublant de l'effondrement des liens familiaux et des conséquences dévastatrices qui en découlent. Ce qui a commencé comme une réunion de Thanksgiving joyeuse et apparemment normale s'est transformé en un cauchemar sanglant, où les intentions secrètes et les motifs sombres ont éclaté au grand jour. Les tensions latentes entre Joel Jr. et ses parents, exacerbées par une dépendance financière croissante, ont culminé dans un acte de violence inimaginable. La décision de Joel Jr. de mettre fin à la vie de ses propres parents était motivée par l'avidité, ciblant non seulement leur vie, mais aussi leur assurance vie substantielle. Les détails du crime, révélés au fil du procès, ont choqué des spectateurs par leur brutalité calculée et leur absence de remords apparent. La conclusion du procès, avec Joel Jr. déclaré coupable de multiples chefs d'accusation, incluant le meurtre au premier degré et l'abus de cadavres, a apporté une forme de justice, bien que rien ne puisse jamais ramener Lisa et Joel Sr. à leurs proches. La sentence de 124 ans de prison pour Joel Jr., avec une possibilité de libération conditionnelle lointaine, est un rappel poignant des vies détruites et des familles brisées par un acte de violence intrafamiliale sans précédent. En réfléchissant sur cette affaire, il est difficile de ne pas être frappé par la fragilité des relations familiales et la manière dont des tensions apparemment ordinaires peuvent dégénérer en une tragédie impensable. L'histoire de Lisa et Joel Sr. reste celle d'une famille aimante et dévouée, dont la fin tragique a bouleversé ceux qui ont suivi cette affaire. Cette histoire sert également de rappel poignant des réalités sombres et parfois cachées des relations familiales, incitant à une réflexion profonde sur la compassion, le soutien mutuel et les avertissements cruciaux face aux signes de détresse sous-jacents. Cette histoire, bien que peut-être connue, m'a vraiment retourné l'estomac. Je sais pas si vous le savez, mais nous en avons déjà fait une vidéo, Elliot et moi, il y a de cela 3 ans. La vidéo était, j'ai pas envie de dire bâclée, mais pas complète. Elle durait une dizaine de minutes et n'était pas du tout en adéquation avec la manière dont je vous raconte les vidéos aujourd'hui. Raison pour laquelle j'avais très envie de la refaire avec plus de détails et en ayant pris un peu plus de maturité. Cette histoire me fait froid dans le dos. Je me rends compte que cet enfant était prêt à tout pour de l'argent, prêt à tuer ses parents qui l'ont tout le temps épaulé, ses parents qui l'ont tout le temps soutenu financièrement. Au lieu de se dire « il est temps pour eux de prendre la retraite » et de faire en sorte de vivre des beaux jours, Joel Guy Jr. a littéralement décapité sa mère et poignardé 40 fois son père pour 500 000 $. Voilà tout le monde pour cette histoire absolument terrifiante que j'avais très envie de remasteriser pour Murders Explained. Si ce récit vous a intéressé, intrigué et que vous avez apprécié la manière dont j'ai construit cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide beaucoup à faire développer notre chaîne et ça nous aide pour l'algorithme. Il me semble qu'au moment où je vous parle, nous arrivons aux 51 000 abonnés. Merci beaucoup pour ça et merci pour votre soutien et vos mots d'encouragement. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Et jusque-lors, prenez grand soin de vous.